Bonjour. Donc nous allons voir le cœur, son anatomie simplifiée, et puis un peu de physiologie, ce qui va nous permettre de comprendre plus facilement tout ce qui se passe en plongée, comment il s'adapte, et puis en cas d'accident. Nous allons donc voir dans le plan d'abord son anatomie assez rapidement, le fonctionnement du cœur, c'est un petit peu plus long, et puis les adaptations. Alors le cœur, c'est donc un muscle qui est situé dans le thorax entre les deux poumons, dans une cavité située entre les deux poumons qui va de l'avant jusqu'à l'arrière, qu'on appelle le médiastin. Ce cœur, il repose sur le diaphragme, qui est donc le muscle qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale, et il est orienté vers la gauche et vers l'avant. Il pèse environ 300 grammes chez l'adulte, c'est un détail. Si on regarde une vue interne de ce cœur, et je vais vous montrer là sur l'écran, donc le cœur, c'est donc un muscle creux qui a une forme un peu pyramidale, avec une base qui est normalement un peu plus large que le sommet. Comme c'est une coupe, on ne s'en rend pas très bien compte. Il est entouré d'une tunique fibreuse, un grand sac en fait, qu'on appelle le péricarde. On le divise, il est divisé là au milieu par une cloison qu'on appelle le septum, en un cœur droit ici, donc sur la gauche à l'écran, parce qu'il est vu de face, et en un cœur gauche, ici, donc sur la droite de l'écran. Et chacune de ces cavités est divisée en deux, avec les oreillettes à l'arrière, on voit que celle de droite, ici, et puis le ventricule à l'avant. Entre ces deux systèmes, pour que le sang circule toujours dans le même sens, il y a un système de valves anti-retour. À droite, c'est la valve tricuspide, et à gauche, c'est la valve mitrale, on ne la voit pas ici. Et puis, de même, une fois que le sang est chassé dans les artères, qu'on voit ici en haut, c'est l'artère pulmonaire ici, et puis de l'autre côté, l'aorte, à la base au départ de chacune de ces artères sont situées des valvules anti-retour qu'on appelle les valvules sigmoïdes. À chaque oreillette, il y a des veines qui arrivent. À gauche, il y a 4 veines pulmonaires, 2 à droite et 2 à gauche, en règle générale. Et sur l'oreillette droite arrivent les 2 veines caves, la veine cave inférieure et la veine cave supérieure. La veine cave supérieure, elle ramène au cœur tout le sang qui arrive de la partie supérieure du corps, donc les membres supérieurs et la tête. Et la veine cave inférieure remonte tout le reste, ce qui arrive de la cavité abdominale et ce qui remonte des membres inférieurs. Sur un schéma anatomique, ça donne ça. La veine cave inférieure ici, la veine cave supérieure ici, qui s'abouche là dans l'oreillette droite. L'oreillette droite vient ici dans le ventricule droit, et le sang est éjecté à travers ici, dans l'artère pulmonaire. On retrouve ici les valvules sigmoïdes à l'origine de l'artère pulmonaire. À gauche, on a ici les veines pulmonaires, donc 2 d'un côté et 2 de l'autre, qui se jettent ici dans l'oreillette gauche. Cette oreillette gauche, le sang va partir après dans le ventricule gauche pour être chassé dans l'aorte. Ici, on voit à l'origine de l'aorte, là aussi, les valvules sigmoïdes. Et puis à de là, le sang va se distribuer dans tout l'organisme. On en parlera donc un peu plus tard. On peut voir sur une animation ce qui se passe. Voilà le cœur vu de face ici. Voilà, ici c'est une vue un petit peu plus réaliste, avec l'aorte qui part là-haut, l'artère pulmonaire ici, la veine cave ici supérieure, la veine cave inférieure en bas. Ici, si on clique sur voilà, on voit le tour, et c'est là qu'on comprend un petit peu mieux sa forme pyramidale, dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Si on regarde comment ça se passe quand il se contracte, on voit sur l'écran, ici donc, que le sang arrive dans les 2 veines ici caves, mais aussi dans les veines pulmonaires, se remplit ici les 2 oreillettes pour être chassé dans les ventricules, pour être ensuite chassé dans les artères. On se rend compte que si on accélère le cœur, ce qu'on peut faire facilement sur cette animation, ça peut aller assez rapidement. Voilà. Si ça va trop vite, ça marche moins bien. Le cœur a plus de mal à se remplir, plus ça va vite. Voilà, on verra la circulation après. Voilà, comment fonctionne le cœur? En fait, à chaque contraction, le cœur va éjecter 80 cm3, entre 80 et 120 cm3 dans le système artériel.
Il va se contracter entre 60 et 80 fois par minute, beaucoup plus rapidement chez l'enfant et entre 100 et 120 fois chez le nourrisson. C'est intéressant d'avoir cette notion de nombre parce que ça nous donne une idée de comment il faut faire un peu en cas de réanimation cardio-respiratoire, en cas de massage cardiaque externe. Le débit au repos, si on multiplie, ça se tourne entre 5 et 8 litres par minute. Ça dépend du sexe de l'individu, mais aussi de sa taille et de son âge. Donc on a vu que le cœur allait se contracter pour chasser le sang dans le système artériel. Et donc il va se relâcher et se contracter. Se relâcher et se recontracter, ça s'appelle la révolution cardiaque. C'est donc un cycle qui va s'étendre d'une contraction à la suivante. On va distinguer 3 étapes dans cette révolution cardiaque. La systole auriculaire, puis la systole ventriculaire, qui sont en fait les phases de contraction d'une part des oreillettes, puis des ventricules, et puis la diastole, qui en fait correspond à la somme des diastoles, donc des phases de relâchement auriculaire, puis ventriculaire. Les systoles, donc la systole auriculaire, le sang, pendant la contraction des oreillettes, le sang va passer dans les ventricules. Les valves sont grandes ouvertes, les valves auriculo-ventriculaires, donc la mitrale ou la tricuspide. S'ensuit la systole ventriculaire, la contraction des ventricules qui va chasser le sang dans l'aorte et l'artère pulmonaire. Au début de cette contraction, pour que le sang passe bien du ventricule dans les artères, les valves auriculo-ventriculaires vont se fermer. Quand la contraction ventriculaire va s'arrêter, à ce moment-là, la pression dans les ventricules va baisser et le sang va avoir tendance à revenir en arrière, à redescendre, puisque les artères sont situées au-dessus des ventricules. Et pour empêcher ça, donc, les valves sigmoïdes, elles, vont se refermer pour que le sang parte bien dans la bonne direction. Et les systoles à droite et à gauche ont lieu quasiment de façon simultanée. La diastole qui suit, c'est le temps de repos des oreillettes, du cœur. En fait, la diastole dure 2/3 du temps des systoles, ce qui fait que le cœur se repose quasiment les 2/3 du temps. Il y a d'abord la diastole auriculaire qui a lieu, puisque les oreillettes se contractent les premières, puis ensuite la diastole ventriculaire. Donc on va regarder sur une animation ce qui se passe. Voilà, on retrouve ici sur l'écran comment ça se passe pendant la contraction des oreillettes, le sang est chassé dans les ventricules, puis la contraction des ventricules où le sang est emmené dans les artères. On regarde ici sur un cycle, on retrouve ici. On a donc la diastole générale, on a la diastole des oreillettes et des ventricules qui a lieu. Puis c'est suivi par la systole auriculaire, où le sang passe dans les ventricules, qui est suivi par la systole ventriculaire, où le sang va, lui, être chassé dans les artères. Voilà. Et ensuite a lieu la systole de chacun des deux, ici, qu'on retrouve en clair, en blanc, ici, sur le tableau. Voilà. Donc je reprends. La systole auriculaire, ici, a lieu pendant 1/10 de seconde, est suivie par un temps de repos jusqu'à la prochaine systole auriculaire. Juste après la systole auriculaire a lieu la systole ventriculaire, qui est suivie du repos, ici, la systole ventriculaire, jusqu'à la prochaine systole ventriculaire. La systole auriculaire débute le cycle, qui a lieu pendant 1/10 de seconde. Elle est suivie par la diastole auriculaire, donc le temps de repos, qui a lieu jusqu'à la prochaine systole auriculaire. Juste après la systole auriculaire a lieu la systole ventriculaire, qui est suivie donc de la diastole ventriculaire, le temps de repos, de relâchement des fibres musculaires qui va se produire jusqu'à la prochaine systole ventriculaire. Alors le cœur, il fonctionne comment? Il fonctionne de manière automatique, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas accélérer son cœur ou le ralentir, juste par la simple effort de volonté. Si on met le cœur tout seul en dehors du corps, de l'organisme, dans un liquide qui lui permet de survivre, on va se rendre compte qu'il va continuer à battre, tout seul. Et ça, c'est grâce à un système qu'on appelle le tissu nodal, qui est un système qui sont des cellules qui sont réparties dans le cœur, dans le muscle cardiaque, et qui s'excite tout seul, en fait. Donc, ça va démarrer de l'arrière du cœur, ça va s'exciter, et ça va aller exciter toutes les cellules qui sont autour, les cellules musculaires, entraînant comme ça leur contraction. Il va aller s'exciter des oreillettes vers les ventricules, c'est pourquoi les oreillettes se contractent avant les ventricules. Si on laisse ce cœur dans ce liquide tout seul, spontanément, il va battre autour de 105 battements par minute, ce qui est beaucoup plus rapide, on l'a vu,
que le cœur au repos. C'est parce qu'en fait, dans l'organisme, ici, il y a l'interaction des deux systèmes qu'on appelle sympathique et parasympathique et qu'on a vu lors du système nerveux, qui vont, lui, le ralentir, puisque au repos, le système parasympathique, en fait, est plus important que le système sympathique. Malgré tout, on a besoin, en fonction de certains éléments, que la fréquence cardiaque s'accélère, quand on va faire un effort, par exemple, ou quand on commence à être un petit peu stressé, en fonction de certains besoins. Quand la digestion va avoir lieu, on va aussi avoir une petite augmentation des besoins. La fréquence cardiaque, quand elle augmente, c'est essentiellement au dépend de la diastole. C'est la diastole qui se raccourcit. Statistiquement, on dit que ça diminue, c'est de 220 moins l'âge, la fréquence cardiaque maximum. C'est une valeur statistique. Il y a des gens qui peuvent battre au maximum un peu plus vite, et puis d'autres un peu moins vite. Et ça, c'est sous la dépendance des systèmes nerveux, on l'a vu déjà avec le système sympathique et parasympathique, au repos comme à l'effort, mais aussi grâce au système endocrinien, l'adrénaline, qui est l'hormone du stress, qui va augmenter la fréquence cardiaque. Il peut aussi débuter quelques secondes avant l'exercice, ce qui permet de mettre l'organisme déjà en position de faire un effort. Et ça, c'est grâce au système nerveux, c'est par voie strictement réflexe. Le rythme, normalement, est parfaitement régulier. Cette fréquence cardiaque, elle va s'adapter. Donc, on l'a vu, elle va s'accélérer dans certains cas, grâce à l'adrénaline, aussi les hormones thyroïdiennes, mais là, c'est surtout en pathologie. Et puis sous l'influence de la stimulation du sympathique et le freinage du parasympathique. Ceux-là qui vont en fait avoir lieu sous l'influence des chémorécepteurs, donc qui sont eux sensibles par exemple à la quantité d'oxygène qu'il y a dans le sang, ou qui peuvent être sensibles à d'autres, au gaz carbonique ou à l'acide carbonique. C'est sensible aussi aux émotions. Mais de l'autre côté, il peut y avoir sous l'influence de ces chémorécepteurs ou des émotions, la stimulation du parasympathique et le freinage la stimulation du oui, c'est ce que j'ai dit, et le freinage du sympathique qui vont, eux, ralentir la fréquence cardiaque. L'endurance, l'exercice en endurance, bien mené, pendant suffisamment longtemps, va entraîner une augmentation du tonus parasympathique, ici, qui va entraîner un ralentissement de la fréquence cardiaque de base, dite de repos. En plongée, on se rend compte qu'il suffit de s'immerger pour que tout de suite apparaisse une bradycardie, c'est-à-dire qu'en fait la fréquence cardiaque va se ralentir. Ça, c'est dû à une zone réflexe qui est surtout qui est donc localisée au niveau de la face et surtout dans la zone autour de la bouche. Mais le froid, lui aussi, va entraîner une bradycardie dans un premier temps. L'apnée, qui va diminuer aussi la fréquence cardiaque, mais aussi le fait, en plongée, d'augmenter la quantité d'oxygène qu'on respire. Cette bradycardie qui a lieu donc normalement quand on s'immerge et qui peut occasionner des arythmies du fait qu'elle survient brutalement, c'est le problème, va avoir un certain nombre d'interférences en fait. Il y a le réflexe d'immersion ou l'hyperoxie, on vient de voir, qui entraîne cette bradycardie. Mais par opposition, l'exercice musculaire qui lui entraîne une augmentation de la fréquence cardiaque va diminuer cette bradycardie. L'hypercapnie de la même façon, par action sur les chémorécepteurs dont on parlait à l'instant. Et puis l'hyperthermie, c'est la température, la fièvre, qui va elle aussi augmenter la fréquence cardiaque. Je vous remercie.